Bienvenue sur mon repêchage. Si j'avais été un des recruteurs en chef du Canadien de Montréal, ou si j'avais été Kent Hughes, mon repêchage aurait ressemblé à ça vendredi et samedi dernier. Je tiens à dire que j'aurais probablement pas fait mieux que ce que les Canadiens ont fait, mais qu'il y a des choix que j'ai pas compris exactement pourquoi on a négligé certains joueurs, et il y a d'autres joueurs qu'on a surévalués selon le rang où il est sorti, selon moi. Il y a plein de petites affaires que j'aurais quand même fait différemment que les Canadiens. Je dis pas que je leur ai fait mieux. Ça, on va seulement savoir dans 20 ans si j'ai mieux choisi que les Canadiens. Ce que je voulais souligner dans cette vidéo aussi, c'est les joueurs vraiment oubliés de la part des Canadiens de Montréal sur ce que j'ai vu de ces joueurs-là. Donc c'était pas mal ça pour la petite introduction que je voulais faire. Là, on va y aller pour les choix que j'aurais choisi si j'avais été le Canadien de Montréal. Et c'est parti. Bonne vidéo à tous. Donc, bien évidemment, à la sélection numéro 5 des Canadiens de Montréal, j'aurais bien évidemment choisi le petit russe Ivan Demidov, qui a tout simplement des aptitudes exceptionnelles que je comprends pas encore pourquoi il a glissé jusqu'à 5. J'ai payé le repêchage en direct et premièrement, Leshunov choisi à Chicago, je me l'attendais vraiment. Mais Seneke ou Seneca à Anaheim, ça a été une très grande surprise comme pas mal de monde ont eu une surprise là aussi. Et ensuite, de voir Caden Lindstrom sortir à Columbus, j'ai été hyper content parce que ça voulait dire qu'on allait avoir un ailier très flashy dans les Canadiens de Montréal. Et je crois pas qu'on va regretter cette sélection au numéro 5. J'avais personnellement Demidov 2 sur ma liste et il est sorti à 5 avec le Canadien de Montréal. J'ai vraiment été content, comme je vous dis, parce que je crois que vous vous rendez pas encore compte à quel point ce gars-là va être hyper important pour l'organisation des Canadiens de Montréal. En plus que ça a été Céline Dion qui l'a nommé. C'était un soir exceptionnel pour le Canadien et pour lui. Il avait l'air très content d'être choisi par le Canadien. Je voyais pas nécessairement un monde où les Canadiens le prenaient pas. On savait qu'il y avait pas mal de rumeurs comme quoi les Canadiens l'aimaient beaucoup. Je voulais juste vraiment qu'il tombe à 5. Et quand j'ai entendu que Caden Lindstrom a été nommé à Columbus, j'ai vraiment été content. Demida, sur ma liste 2024, j'avais prédit que ce gars-là allait faire 400 buts, 850 points. Ça va sûrement pas être ça parce que ça, bien évidemment, c'est des prédictions. Je l'avais comparé un peu à Nikita Kucherov, mais une coche en dessous de Nikita Kucherov. Et tant avant la Ligue nationale, j'avais marqué un an. Je vois les saisons de 30-40 buts en lui, je vois les saisons de 90-100 points. Et en plus, ce gars-là a une bonne attitude. Ce qui me fait convaincre que, selon moi, ce gars-là va être bien plus important que Michkov dans une équipe. Parce que, premièrement, il ne fera pas sacrer des coachs. Puis avoir un Michkov dans une équipe, c'est un couteau à double tranchant. Des fois, ça peut te nuire, des fois, ça peut t'aider. Tandis que Demidov, ça peut juste t'aider. Ça fait que Caulfield va probablement devenir un gars de deuxième ligne. Ce que je voyais en lui. Dans une situation où les Canadiens veulent être compétitifs pour aller chercher une Coupe Stanley, je crois que c'était nécessaire que Caulfield descende sur une deuxième ligne. Et qu'en plus, là, on soit pas forcé de le mettre sur une deuxième ligne, mais que ça soit tout simplement Demidov qui prenne sa place sur sa première ligne. C'est tout simplement exceptionnel. Et surtout que ce gars-là a glissé à 5. Les Canadiens l'auraient probablement aussi pris à 2 si on aurait pu repêcher à 2. Ben là, on peut se glisser à 5. C'est tout simplement exceptionnel. Nick Suzuki, petite parenthèse sur l'organisation des Canadiens. Nick Suzuki, je le vois comme un centre numéro un à condition qu'il soit vraiment bien entouré. Et si Nick Suzuki est accompagné d'un Slakowski qui va tout le temps être en avant du but, qui va tout le temps être là pour brasser des joueurs, et de l'autre bord, un Ivan Demidov qui va faire des feintes spectaculaires, qui va être très important pour l'offensive du Canadien, et qui va même pas nuire en défensive selon moi. Ça fait que Nick Suzuki devient presque assuré notre centre numéro un. Je le voyais pas nécessairement comme un centre numéro un comme les, les, les joueurs franchises comme Bédard, Celebrini. Sauf que là, en étant très bien accompagné sur la première ligne, ce gars-là, je crois vraiment qu'il va rester centre numéro un du Canadien pendant les 10 prochaines années. Et c'était pas mal tout sur les commentaires que j'avais à dire sur Demidov, qui fait une pièce très importante au sein de l'organisation. Pour finir la première ronde, les Canadiens avaient un choix 21e. Il y avait de base le choix 26e des Jets de Winnipeg. Et ils ont échangé leur choix de deuxième ronde. Et je crois que c'est un choix de cinquième tour qu'ils ont échangé pour s'avancer de 5 rangs. Donc, ils ont repêché 21e. J'ai pogné cette sélection-là en direct aussi. Là, je voyais qu'il restait pas mal de noms à 18. Fait que là, j'espérais plus que Sacha Boisvert tombe jusqu'à 21. Mais j'ai été très content d'entendre le nom de Michael H. sorti à Montréal. Là, petite parenthèse. J'avais Liam Greentree, 13e.
et j'avais Michael H 15e. Et là, je me suis dit, je le savais que Green Tree était encore là, et je le savais que Green Tree était avant sur ma liste que Michael H. Sauf que tu repêches jamais selon tes besoins, mais tu peux repêcher par rapport au fit que ces joueurs-là vont avoir dans ton équipe. C'est bizarre à expliquer, même si je dis jamais de repêcher selon ses besoins et de toujours suivre sa liste. J'avais Michael H en tête, quand que les Canadiens ont été le choisi. Je savais que ce gars-là allait être un bon choix si les Canadiens le choisissaient, et j'espérais qu'ils le choisissent. Green Tree m'aurait pas dérangé aussi. Et ce qui est drôle, c'est que Green Tree est descendu jusqu'à 26e, donc le choix originaire des Canadiens. On va voir si c'était une bonne décision de le laisser glisser ou non. Mais je crois vraiment pas qu'on va être déçu avec Michael H. Simplement parce que ce gars-là est né à Montréal en plus. Donc c'est un facteur de plus que les partisans aiment plus. C'est parce que ce gars-là parle assez bien français. Et en plus, ce gars-là est un centre qui va être très important pour le futur si les Canadiens le gardent. Parce que tu as Kirby Doc, que tu sais pas si il va être en santé pendant les prochaines années. Mais si Kirby Doc reste en santé, selon moi, Kirby Doc est un très bon centre numéro 2 au sein d'un club champion. Donc, ça fait que H pourrait se transformer en ailier de deuxième trio ou en centre de troisième trio. Et si tu as Michael H sur troisième trio en centre, ben c'est que tu as une excellente équipe. Peut-être aussi qu'on va mixer Kirby Doc et Michael H au centre et à l'aile du deuxième trio, ce que je trouverais assez bien. Comme ça, tu aurais un deuxième trio qui ressemblerait à H, Doc et Caulfield à droite, ce qui ferait un excellent trio selon moi. Kirby Doc qui est très bon défensivement. Age et Caulfield, c'est un peu leur lacune en ce moment, leur côté défensif. Mais si tu mêles à ça peut-être une première paire de défensifs très défensif en Rainbacker et peut-être Kaden Gooley si encore lui va bien. Je crois que notre équipe, les Canadiens de Montréal, commence vraiment à ressembler à quelque chose. Comme je disais, j'avais Michael H 15e et il est sorti 21e au Canadien de Montréal. Donc, excellent première ronde du côté des Canadiens. J'aurais probablement pas fait mieux. Et là, je retiens à dire que je suis loin d'être un recruteur professionnel ou je suis loin d'être quelque chose comme ça. Mais que Michael H. Short 21, je crois que c'était un très bon guess des Canadiens de s'avancer jusqu'à 21. J'aurais probablement tenté de faire la même chose. Malgré que sur le coup, je me suis dit, oh non, on vient de perdre notre choix de deuxième ronde. Sauf que j'avais oublié qu'on avait deux choix très tôt en troisième ronde. Et que quand tu as 12 choix dans un repêchage, ben, tu peux en gaspiller pour t'avancer un peu. Et c'est exactement ce que les Canadiens ont fait. Donc, très bon choix, Michael H, 21e. Là, c'est là que je commence à vraiment pas être d'accord avec les choix des Canadiens à partir du troisième tour, du quatrième tour et du cinquième tour. Je crois vraiment que les Canadiens ont fait des mauvaises décisions du côté repêchage, côté recrutement. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Il y a aucun choix que j'étais d'accord avec ce qu'ils ont fait là. Et je trouve vraiment que ça a été un repêchage horrible si on oublie la première ronde. Mais quand tu y penses plus en profondeur, c'est mieux de réussir ta première ronde que de réussir les rondes après. Donc c'est pas un mauvais repêchage côté des Canadiens parce qu'on a deux joueurs qui vont probablement jouer sur les deux premiers trios. Donc c'est un excellent repêchage si tu penses comme ça. Sauf qu'on aurait pu avoir des joueurs plus de qualité, encore plus de qualité, si on aurait mieux repêché à la ronde 3, à la ronde 4 et à la cinquième ronde. Encore là, c'est des décisions personnelles que j'ai prises et les Canadiens ont pris des joueurs que je crois pas qu'ils vont devenir autant bons que ce que j'aurais sélectionné à la place. C'est mes décisions personnelles. On sait pas encore ce que ces joueurs-là vont donner, mais en troisième tour, à la sélection numéro 70, les Canadiens ont choisi Atos Koivu et j'aurais pris le petit joueur québécois Justin Poirier à 70. Je sais pas pourquoi Poirier a descendu jusqu'à 156 en Caroline. Poirier, personnellement, je l'ai 27e sur ma liste. Je comprends pas pourquoi les Canadiens ne l'ont pas pris, même dans les choix après. Les Canadiens auraient pu le prendre 78e, 102e, 130 et même 134. Donc, les Canadiens avaient littéralement 5 chances de le choisir. Et là, ben, quelle connerie de ne pas l'avoir choisi. Ça me fait vraiment penser à Joshua Roy qui avait plusieurs listes qu'il avait en deuxième ronde en 2021 et sorti en cinquième ronde avec les Canadiens de Montréal. Et là, c'est vraiment la même chose pour Poirier, sauf que Poirier a même connu une bien meilleure saison que Roy en 2020 et en 2021. Ce gars-là a scoré 50 buts. Le dernier à avoir fait ça, c'est Sidney Crosby. Son seul défaut qu'il a de plus que les autres, qui l'a fait descendre, je savais qu'il allait pas être repêché en premier rond, c'est sa grandeur. Il mesure 5 pieds 7 ou 5 pieds 8, je sais pas exactement.
Mais ce gars-là pèse quasiment 190 livres. J'ai été voir le poids de Cole Caulfield, et ce gars-là est quasiment déjà un bon 10 livres de plus que Cole Caulfield à son âge. Même pas 18 ans encore. Même grandeur que Caulfield, et plus bâti encore que Caulfield. Ce gars-là est un marqueur naturel. Tu sais, je surévalue pas Justin Poirier, dans le sens que je crois pas que ce gars-là va devenir un franc-tireur de première ou deuxième ligne. Je crois personnellement que la vision réaliste de Justin Poirier est un marqueur de troisième ligne qui nuira pas à son équipe, qui fera juste d'aider son équipe. Un bon joueur de troisième ligne qui va venir bien compléter peut-être un petit fabricant de jeu de troisième ligne. Mais je comprends pas pourquoi Poirier a autant été boycotté des équipes. Pour qu'il glisse jusqu'à 156, il faut vraiment que les équipes aient un problème envers les petits joueurs. Je vois cette chute-là par deux raisons. Premièrement, parce qu'il est petit, comme je viens de le dire. Deuxièmement, parce qu'il joue dans la LHGMQ, ce qui n'est plus une ligue favorisée auprès des équipes depuis une couple d'années. Mais je crois personnellement que ça a été une erreur de laisser Poirier sortir 156 par la Caroline, une équipe pas rapport qui repêche Poirier de main. Donc j'ai vraiment été déçu quand j'ai vu ça. Je l'ai 27e sur ma liste, puis il est sorti 156e. J'ai bien hâte de voir ce que ce gars-là va montrer dans son futur. Et je crois que ça va donner un mauvais coup à son développement de voir qu'il a glissé en cinquième ronde. Tout simplement parce que les Hurricanes, je sais pas exactement combien de choix qu'il y avait avant lui, mais ben beau, ils l'ont pris en cinquième ronde. Bien beau, c'est eux qui l'ont pris. Mais on vous l'a dit, il y avait des joueurs que les Hurricanes voyaient en plus haute estime que lui. Donc le voir sortir 156e, je trouve ça horrible dans son cas. Un joueur de 50 buts dans le junior, qui a fait ça à 17 ans, c'est incroyable. Et de le voir sortir en cinquième ronde, ça me rend triste pour lui parce que ça va peut-être impacter sa carrière négativement. Ce gars-là, je le vois comme un marqueur de 20 buts par saison en moyenne. Je crois qu'il va avoir à peu près 4-5 saisons de 20 buts, ce qui aura du sens dans son cas. Je vois les saisons de 30-40 points, ce qui est un excellent choix rendu troisième ronde. Bien évidemment que j'aurais pas pensé à prendre ce choix-là en première ronde. Donc à la place de Michael H, même si c'est Poirier 27e, j'aurais pas du tout pensé à prendre Poirier à ce rang-là. Mais si les Canadiens auraient conservé leur choix de fin de deuxième, c'est là que j'aurais pris Poirier. Donc de le voir chuter jusqu'à 70, je trouvais ça déjà loin. Je trouvais déjà ça inacceptable que les Canadiens prennent Koivu à la place de Poirier, mais qui glisse pas à 78, pas à 102, pas à 130, et qui même rendu à 134, les Canadiens ne le prennent pas, et que ça soit la Caroline à 156 qui le prennent, ça n'a pas d'allure. Ça veut dire que les Canadiens avaient vraiment pas ce gars-là dans leur mire, et c'est inacceptable, selon moi. Mais là, encore là, je parle avant que la carrière soit commencée, donc si Poirier se blesse et joue zéro match dans la Ligue nationale, j'aurais de la carte, présentement de dire ça. Mais je crois pas que les 5 joueurs que les Canadiens ont pris à la place de Poirier auront toutes des meilleures carrières que Poirier. Ce qui me fait penser que ça a vraiment été des mauvaises décisions, les Canadiens, de ne pas le prendre. Et si vous voulez savoir ce que je pense de Koivu et tous les joueurs qui ont suivi ensuite, c'est que c'est pas des joueurs que j'aurais repêchés, tout simplement. Donc, je sais pas si c'est assez clair, mais repêcher Koivu 70, je trouve ça beaucoup trop tôt. C'est un joueur que j'aurais envisagé peut-être en sixième ou septième ronde. Et les Canadiens gaspillent un choix comme ça très tôt, à 70 en plus. C'est quasiment comme un choix de deuxième tour. Donc, tout ça pour dire qu'à 70, j'ai pas été content que les Canadiens ne prennent pas Justin Poirier. Et rendu à 78, les Canadiens ont pris Logan Sawyer. Je sais pas comment ça se prononce. Personnellement, à ce rang-là, j'aurais pris Luke Misa, le frère de Michael Misa, qui va se faire repêcher probablement en première ronde en 2025. Luke Misa, je l'avais 31e sur ma liste. Il est sorti 150 par les Flames. Donc, encore là, un joueur que je comprends pas pourquoi il a autant chuté. Euh, Mettez là, bien évidemment, je parle, sauf que je crois pas que. J'ai pas été nécessairement très déçu que les Canadiens prennent pas Misa à 78. J'aurais bien mieux aimé que les Canadiens essaient de reprendre Poirier à 78 ou à 102 que prendre Luc Misa, que lui aussi est descendu hors du top 100. Mais tout ça pour dire que moi j'aurais pris Luc Misa avant Logan. Et c'est pas mal le seul commentaire que j'avais sur lui. Luc Misa, j'ai marqué personnellement dans ses commentaires de joueur, qui est un joueur de 5 pieds 10, 165 livres, un attaquant dynamique avec des bonnes mains, mais très léger et pas robuste. Ça va peut-être être un joueur de périphérie malheureusement, mais qui sortent 150e, je trouve que c'est vraiment tort dans son cas. Je comprends pas comment des joueurs de même ont été sous-estimés. On va passer à la quatrième ronde.
c'était tout pour la première ronde et la troisième ronde. Mon choix à la place de Owen Probst à 102 pour les Canadiens de Montréal aurait été Kevin E. Que là non plus, je comprends pas pourquoi les Canadiens l'ont pas pris. Un joueur avec pas nécessairement du caractère, mais tout le temps déterminé, s'arrête jamais sur la glace. Il a été repêché 109 par les Jets. Donc 7 rangs plus tard, 7 choix plus tard après que les Canadiens aient pris Owen. Kevin E, je l'avais 48e sur ma liste et ça aurait été un excellent choix, surtout rendu en quatrième ronde. Là. Je croyais pas que ce gars-là allait être exclu de la troisième ronde. Donc encore là, je trouve que c'est une erreur des Canadiens de ne pas avoir pris Kevin E. Et là, je parle, et peut-être que Owen Probst va devenir un joueur excellent pour le Canadien de Montréal. Mais comme je dis, c'est les journées après le repêchage que je fais ça. Et vous expliquer qu'est-ce que les joueurs que j'aurais pris si j'avais été dans la peau de Kent Hughes ou un recruteur des Canadiens de Montréal. Donc, on est maintenant rendu en cinquième ronde. Les Canadiens avaient deux choix, un 130e et un 134e. Les Canadiens ont décidé de choisir Tyler Thorpe et le gardien de but Mikus Vanex. Je me suis pas du tout pratiqué à nommer les noms. Donc, Mikus Vanags. En tout cas, quelque chose de même. Ça, c'est un gardien de but européen. Les Canadiens à 130, comme j'ai dit, ont choisi Tyler Topes. Et j'aurais pris à la place Anthony Romani, que j'avais 40e sur ma liste. Anthony Romani, que j'avais personnellement 40e sur ma liste, donc 8 rangs avant Kevin E, si on revient à ma liste personnelle du repêchage 2024. Là, si vous me demandez pourquoi j'ai mis Romani après E sur le vrai repêchage, ben c'est tout simplement parce que Kevin E, je croyais pas qu'il allait chuter vraiment plus que 102. Donc ça, il est sorti 109 par les Jets. Anthony Romani, dans son cas, je croyais qu'il allait plus chuter que I. Donc j'aurais pris une chance sur I avant. I qui s'écrit H-E. Kevin I H-E. Et tout ça pour dire que j'aurais pris Anthony Romani à la place de Tyler Topes à 130e. Romani en passant qui est sorti 162 par les Canucks. Et en cinquième ronde, les Canadiens ont aussi pris le gardien de but européen. Personnellement, j'ai pas d'opinion personnelle sur le joueur, mais je suis d'avis qu'il faut essayer au moins un gardien de but par repêchage. Donc, ça pour dire que j'ai pas été en désaccord avec ça, que les Canadiens prennent un gardien. Il y a beaucoup de gardiens qui sont sortis tôt dans le repêchage. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gardiens en deuxième ronde. Je crois qu'il y en a eu 3 ou peut-être même 4 en deuxième ronde, ce qui est vraiment beaucoup, contrairement à ce que je croyais qu'il allait se passer. Et c'était tout pour ce petit gardien de but européen. Peut-être qu'il va devenir un gardien de but numéro 2 au sein des Canadiens après Fowler, on sait pas. Peut-être même que Montembeault va encore être là. Les gardiens de but, c'est ça, ça prend à peu près 4-5 ans avant de se développer. Moi, si je serais un recruteur, j'essaierais d'au moins repêcher un gardien de but par repêchage. Comme ça, t'es sûr que t'as tout le temps des gardiens de but qui se développent en dessous de toi. Ce qui fait que la plupart du temps, tu auras tout le temps ton gardien numéro 1 qui va pousser en dessous de toi et tu vas le voir venir. Et même si tu as deux gardiens numéro 1 jour qui étaient repêchés en 3 ou 4e ronde, ben tu les échanges contre des joueurs au pire. Donc c'est jamais mauvais de repêcher des gardiens de but, surtout rendus en 4 ou 5e ronde. Et c'était tout ce que j'avais à dire sur ce gardien de but-là. Et là, maintenant, on est rendu en 6 puis 7e ronde. Les Canadiens ont choisi au 166 Ben Merrill. Les Canadiens ont choisi en 7e ronde 210 Makar Kanin. Et les Canadiens, en 7e ronde encore une fois, ont choisi 224e Rasmus Bergvist, qui était sûrement un joueur européen aussi. Donc, personnellement, ce que j'ai marqué chez ce joueur-là, c'est que j'avais pas d'opinion personnelle sur ce joueur, mais j'aurais essayé de les échanger tout ça contre, par exemple, un choix de 5e tour en 2025. Donc là, on parle d'un choix de 6e tour et deux choix de 7e tour. J'aurais essayé d'aller chercher contre un choix de 5e tour en 2025 d'une équipe pas forte. Donc en espérant qu'un joueur de l'an prochain glisse jusqu'à cette sélection-là. Ou simplement, j'aurais essayé d'aller chercher ça contre un joueur complémentaire plus âgé. Donc j'aurais essayé d'aller échanger ces choix-là contre un joueur complémentaire plus âgé qui a peut-être un mauvais contrat. Donc un joueur, par exemple, qui est payé environ 3-4 millions pendant les 2 prochaines années, donc à court terme, mais qui vaut pas ces 3-4 millions-là. J'aurais peut-être donné ces choix-là en échange de lui. Donc j'aurais amené du contrat à Montréal pendant les 2 prochaines années contre un joueur que tu prends une chance avec. Comme j'ai pas d'exemple en tête, mais tout simplement la plupart des gars de 3-4e trio de toutes les équipes de la ligue
Un joueur comme Armia, par exemple, d'une autre équipe. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je crois qu'Armia est payé 3,4 millions dans les Canadiens. J'aurais essayé d'échanger un choix de 6 et deux choix de 7 contre lui. Mais là, c'est sûr que Armia, il a bien marché cette saison, donc peut-être que ça n'aurait pas passé pour Armia. Mais vous comprenez qu'il y a des joueurs qui marchent moins bien que ça certaines années. Donc, des fois, un échange comme ça aurait passé. Ou peut-être que j'aurais essayé d'ajouter un joueur à ces trois choix-là, comme par exemple un Logan Mailloux ou quelque chose comme ça, pour ajouter du poids dans une échange et essayer d'aller chercher ça contre une équipe qui a encore des d'or à lancer et un joueur à donner. Donc, comme en mettant, si on parle de lui qui voulait se faire échanger par les Jets, là, je me souviens plus comment il s'appelle, Megorty, une affaire comme ça. Peut-être que là, j'aurais essayé de donner un Logan Mailloux et ces trois choix-là contre lui. Et je crois pas que ça aurait passé, mais c'est un exemple que je vous donne. Dès que tu mets un joueur sur la table et que tu rajoutes du poids avec ces trois choix-là pour aller chercher un meilleur joueur, c'est un peu comme une amélioration de joueur si tu penses comme ça. Et l'équipe qui va chercher ça, ben, il y a encore 3 d'or à lancer au repêchage, ce qui peut être une bonne chose pour eux. Mais tu sais pour dire que les trois derniers choix des Canadiens, j'ai rien à dire sur eux, j'aurais probablement pas fait mieux qu'eux. Et peut-être que j'aurais pas fait mieux qu'eux dans tout le repêchage au complet. Mais la grosse affaire que j'ai à pointer du doigt pour les Canadiens de Montréal, a été de banaliser le potentiel de Justin Poirier, que les Canadiens, je le répète, ont négligé 5 fois, donc à 5 reprises que les Canadiens se sont dit oh, ce gars-là va devenir meilleur que Poirier, et ont refusé de jeter un d'or sur Justin Poirier, un gars qui a compté 50 buts dans la LHMQ. Je dis pas que ça a été un mauvais repêchage pour les Canadiens de Montréal, parce que en première ronde, ce repêchage-là était excellent. On a été chercher deux joueurs qui ont vraiment glissé, qui auraient dû être choisis plus tôt. Et tu supposé que c'était excellent, que deux gars que tu choisis en premier tour ont glissé, mais ça veut dire que il y avait le niveau d'un joueur de premier tour, premièrement, et ça veut dire qu'il aurait dû être repêché avant. Donc c'est comme si tu avais un meilleur choix que ça. Donc les Canadiens ont vraiment fait du bon travail pour le repêchage de leur première ronde. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des avis ou des opinions à dire, je vous invite à les mettre en commentaire. Et c'était tout pour mes résultats personnels du repêchage 2024 si j'avais été le Canadien de Montréal. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine pour une autre vidéo.